et bienvenue à cette grande conférence publique du Centre de recherche mathématique qui se tient dans le cadre des 24 heures de sciences 2020. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir René Dion. René Doyon. J'ai eu la bonne idée de lui demander à l'automne, avant qu'il soit nommé pour la deuxième fois scientifique de l'année de Radio-Canada. René Doyon est physicien. Il a obtenu son doctorat du Imperial College London en 1991 et il est revenu à l'Université de Montréal où il occupe un poste de professeur et une chaire de recherche en astrophysique expérimentale et sciences exoplanétaires. Il est directeur de l'Institut Trottier sur les exoplanètes et également directeur de l'Observatoire du Mont Mégantic. Alors, l'Institut Trottier sur les exoplanètes, sa mission est d'explorer les mondes au-delà du système solaire et, entre autres, d'explorer une question qui nous intéresse tous: est-ce qu'il y a de la vie au-delà du système solaire? Alors, les recherches de René Doyon se situent dans deux grands axes. Un premier axe, c'est la conception d'instruments astronomiques de pointe pour pouvoir observer l'univers. Maintenant, observer l'univers, ce n'est pas avoir une caméra qui va simplement nous donner une photo. C'est d'obtenir, on obtient souvent des données indirectes, donc il faut exploiter le matériel qui nous est fourni par ces instruments. Et alors, le deuxième axe de recherche, c'est d'exploiter le matériel fourni par les instruments pour voir et caractériser les exoplanètes. Alors, vous avez tous entendu parler du télescope James Webb, dont on va entendre parler ce soir. Il a 4 instruments astronomiques à son bord, et un des instruments a été mis au point par René Doyon. Alors, c'est l'instrument, le nom est compliqué, Near Infrared Imager and Stiltus Spectrograph. Notre conférencier a reçu de nombreux prix. Donc, j'ai déjà mentionné qu'il a été scientifique de l'année 2022, mais il avait déjà été en 2008, donc il est le premier scientifique à avoir été 2 fois scientifique de l'année de Radio-Canada. Il a obtenu 2 prix de la Société canadienne d'astronomie, le prix P.J. Martin en 2008 et le prix Dunlap en 2020. Il a obtenu le prix Pognani du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie en 2009, le prix de l'American Association for the Advancement of Science la même année. Il a reçu la médaille de l'Assemblée nationale en 2011, le prix Urgel Archambault de l'ACFAS en 2017, et il a été élu membre de la Société royale en 2020. Il y a plus d'autres prix, mais je pense que c'est lui que vous êtes venu écouter ce soir. Donc, nous allons entendre les premiers résultats du télescope spatial James Webb. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, c'est un grand plaisir de vous voir ici en si grand nombre et surtout dans le contexte du 24 heures des sciences. Donc, c'est pas la première fois que je fais cette conférence-là, mais comme je vous parle des premiers résultats, ça, c'est très relatif parce que ça bouge très rapidement. Donc, oui, je vais vous parler des premiers résultats de Webb, mais je vais aussi vous parler des tout derniers résultats. Et quand je parle des tout derniers, c'est vraiment tout chaud, là, ça date de presque aujourd'hui. Vous allez voir des résultats qu'on va soumettre à la revue Nature. Il ne faut juste pas le dire. Donc, alors voilà. Et dans le contexte de cette conférence qui est préparée par le Centre de recherche mathématique, j'ai pensé, et qui en fait qui m'a été suggéré, de faire le lien avec les mathématiques. Quel est le lien entre tout ça et les mathématiques? Vous allez voir, il y en a de très, très bons, et je vais en parler brièvement vers la fin de ma conférence. Alors voilà le télescope spatial James Webb. Il ressemble à ça. Je vais vous montrer pourquoi il est comme ça. Alors, c'est une collaboration entre l'Agence spatiale, la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Ça a pris 20 ans à faire. C'est
probablement la machine la plus complexe que l'humanité ait jamais construite jusqu'à présent. Puis on a eu l'idée de l'envoyer à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc il y a eu beaucoup de défis qui se sont très bien conclus. L'instrument, le télescope fonctionne à merveille et aujourd'hui je vais vous montrer les résultats. Alors, je ne peux pas vous parler de Webb sans vous parler de ce télescope-là, le télescope Hubble, qui, lui, est le prédécesseur, qui est toujours en opération, d'ailleurs. Et je vais faire des parallèles entre le télescope Hubble dans la façon d'avoir la taille, bien sûr, Webb est beaucoup plus grand que Hubble, mais aussi la lumière qu'il détecte. Donc, c'est intéressant de faire les comparaisons. Mais d'abord, juste un petit peu d'histoire, mettre en contexte comment ce projet-là a commencé. Donc, il faut remonter, en fait, là, en 1989, là, moi, je suis en train de finir mon doctorat à Londres, là. Donc, c'est les premières discussions commencent pour faire le successeur du télescope Hubble, qui n'est même pas encore lancé. Donc, arrive 1990, le lancement du télescope Hubble, et surprise, on arrive en orbite et les images sont vraiment pas belles. Il y a un problème, en fait, avec la courbure du miroir et le télescope vraiment a besoin de lunettes, littéralement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une mission. Le télescope Hubble est près de la Terre. Il est seulement 400 km. Il avait été lancé par la navette spatiale. Donc, on a envoyé une mission spéciale pour ça. On a enlevé un instrument pour en mettre un autre pour carrément lui mettre des lunettes, corriger l'optique du télescope pour finalement avoir des images parfaites. Et donc, et là commence vraiment l'histoire du télescope Hubble qui va révolutionner, en fait, notre compréhension de l'univers. Alors, 96-97, arrive un rapport d'astronomes, M. Dressler et Stockman, qui font une recommandation, comme successeur du télescope Hubble, de faire un télescope de 4 mètres, optimisé dans les longueurs d'onde de 1 à 5 microns. Donc là, je parle de longueur d'onde, je fais référence à la lumière, et donc la lumière visible que vous voyez, là, les physiciens aiment bien la caractériser par une longueur d'onde. La lumière, ça s'approxime bien comme une onde, hein, avec des vagues puis des crêtes. Et ça se mesure ça avec une longueur d'onde. Donc la lumière visible, c'est à peu près 500 nanomètres. La lumière infrarouge, c'est 1 à 28 microns. OK. Alors voilà. Et là arrive en scène Dan Goldin, qui est le 9e administrateur de la NASA. Et M. Goldin, lui, avait sa marotte, c'était « faster, better and cheaper ». Donc, on va faire les choses mieux, moins cher, puis plus rapidement. À l'époque, le télescope Webb allait coûter 500 millions d'années. 500 millions de dollars, pardon. Ça a pris presque autant de temps. Et il aura finalement coûté 10 milliards de dollars. Mais Dan Goldin est connu pour une citation importante, c'est qu'il est à une réunion de l'American Astronomical Society, l'association américaine d'astronomie. Il est devant des milliers d'astronomes et il a lu le rapport Dressler-Stockman qui recommande de faire un télescope de 4 mètres. Puis il a dit devant tout le monde, il les a provoqués, il a dit « Mais vous n'êtes pas assez ambitieux. Pourquoi vous ne faites pas un télescope de 6, 7, 8 mètres? » Il y a eu une ovation debout. Et là est né, en fait, le télescope Webb, qui, à l'époque, s'appelait le Next Generation Space Telescope, NGST. OK. Et donc, à ce moment-là, il y a 3 instruments. Donc, un télescope, c'est un grand miroir qui collecte la lumière, mais ça prend aussi des instruments pour analyser cette lumière-là. Et à l'époque, il n'y en avait que 3 instruments. Il y avait NIRCam, la caméra américaine qui prend des images, NIRSPEC, qui est le spectrographe, MIRI. Il n'y avait pas d'instrument canadien. On avait un système de guidage qui était offert par les Canadiens, mais il n'y avait pas comme tel un instrument canadien, mais il y avait des morceaux canadiens dans la caméra NIRCam. Et c'était moi qui étais en charge de m'occuper de ces morceaux-là. Et c'est à ce moment-là que j'entre en scène. 2001, je reçois un coup de téléphone de la chercheure principale de la caméra NIRCam qui m'invite. Mais déjà, on se rend compte que le télescope de 8 mètres est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop grand. Il faut le mettre plus petit. On va faire un télescope de 6,5 mètres. Et aussi, c'est le moment que naît l'instrument canadien, parce que le morceau qu'on voulait mettre dans la caméra américaine, les Américains ont dit, en plus de réduire le télescope, ils voulaient simplifier les opérations. On va faire un instrument américain seulement. On ne veut pas d'interaction avec les Canadiens, ça va être trop compliqué. Ils n'avaient pas tout à fait tort. C'est pas simple, ces collaborations internationales-là. Mais moi, à ce moment-là, j'ai dit, ben, OK, on enlève l'instrument canadien, mais je voyais comment on pouvait le faire dans un instrument même. Donc, comme ça est né l'instrument canadien qui était dans le dos de la caméra de guidage.
OK. Et là, finalement, 2004, il y a une crise. La masse du télescope est trop grande. Il faut comprendre qu'il faut lancer le télescope dans l'espace, il faut minimiser la masse. Et on cherche des dizaines de kilogrammes. Et là, l'instrument canadien est menacé à ce moment-là. On résiste. On leur montre qu'on est capable de faire un instrument moins lourd, plus petit, on le simplifie, et donc notre instrument survit. Mais ce n'est pas tout. Il y a des problèmes techniques avec notre instrument qui arrivent à un moment donné. Il faut le reconfigurer dans un autre instrument. Et en fait, tous les problèmes deviennent une opportunité. Parce que pendant tout ce temps-là, la science avance. Donc, déjà depuis 2000 ans, depuis 2001, j'ai plein de là-dessus ce soir. Depuis 2000, ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là. Donc, alors, depuis 2001, il s'est passé beaucoup de choses. Et là, on se rend compte qu'on pourrait faire un autre instrument, un nouveau mode d'observation qui n'existe pas dans les trois instruments, notamment pour étudier l'atmosphère des autres planètes. Donc, c'est là qu'on a commencé à penser à un nouvel instrument qui serait peut-être en fait même mieux que celui que nous avions avant. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, je l'ai proposé, je me rappelle que c'était hier, c'était le 9 juin 2001 au groupe de travail de James Webb, un groupe international. C'est la première fois qu'on a dû voter pour une chose, c'était d'accepter de modifier l'instrument canadien. Et après ça, on a finalement livré l'instrument à la NASA le 31 juillet 2012. Et là, une pause, il s'est passé plein de temps pour tester tous ces instruments-là. Il y a eu de nombreuses années pour tester tout le télescope. Et finalement, 9h20, le jour de Noël, en Guyane française, le télescope a été lancé. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce long parcours-là. Pour moi, ce projet-là a été un peu comme une abstraction. Mais seulement le jour de Noël, là, j'ai réalisé que, OK, là, c'est vrai, ce télescope-là va être lancé. Et vous allez le voir maintenant avec les données qu'on a, il est vraiment réel. OK, alors, Webb. Webb, comme je l'ai dit, il est sensible à la lumière infrarouge. Vous, ce que vous voyez présentement, c'est de la lumière visible. Votre œil ne voit pas la lumière au-delà du bleu, l'ultraviolet. Vous le sentez, l'ultraviolet. Quand cet été, vous allez prendre un coup de soleil, ça, c'est la lumière ultraviolet. Au-delà du rouge, c'est l'infrarouge. Votre œil ne voit pas la lumière infrarouge. La lumière infrarouge, c'est la chaleur. Donc, je vous précise que le soleil, lui, émet surtout dans le visible, donc les couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs classiques qu'on connaît de l'arc-en-ciel. Mais la lumière infrarouge, c'est de la chaleur. Donc, si on était dans le noir et que vos yeux pouvaient voir la lumière infrarouge, vous verriez tout le monde parce que vous émettez de la lumière infrarouge, parce que vous êtes chaud par rapport à la température ambiante. Alors ça, c'est l'univers de Hubble. Hubble voit la lumière visible. Ce que vous voyez ici, c'est une image d'un plancher qui, à prime abord, rien de très particulier dans ce plancher-là, n'est-ce pas? À moins peut-être qu'il faudrait le laver, là. Mais maintenant, imaginez qu'on le regarde avec la lumière infrarouge. Qu'est-ce qu'on voit? On pourrait voir ceci. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une trace de pas. Donc, manifestement, il y avait un humain, nu-pied, qui était debout sur ce plancher-là. Et non seulement ça, mais avec la lumière infrarouge, on est capable de mesurer la température et on connaît les propriétés du plancher. Et donc, on est capable de savoir, et on connaît la température d'une plante de pied. Donc, on est capable de dire quand la personne a quitté le plancher. Alors, vous voyez comment on est parti d'une image où est-ce qu'on voyait strictement rien, où est-ce qu'on est maintenant capable de décrire une situation complètement différente. Donc, vous allez le voir plus tard, plus concrètement, avec des galaxies, comment simplement changer de perspective, observer dans un autre domaine de longueur d'onde que nous ne pouvons pas voir, nous ouvre de nouvelles horizons scientifiques. Je donne un autre exemple. Alors ça, c'est l'univers de Hubble. Ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui tient un sac de plastique, donc ses mains sont cachées derrière le sac de plastique. Dans l'infrarouge, on voit ses mains. Oui, la lumière infrarouge est capable de percer le plastique. Et plus généralement, elle est capable de percer la poussière interstellaire. Et oui, les galaxies, les étoiles, entre les étoiles, il y a de la poussière. Ça ressemble beaucoup à de la fumée de cigarette, en fait. Beaucoup moins dense, là, mais c'est la même taille de particules. Et cette poussière-là absorbe la lumière des astres, ce qui fait qu'on ne peut pas voir très, très loin. Par exemple, le centre de notre galaxie, qu'on peut voir en principe dans l'hémisphère sud, on ne peut pas le voir dans la lumière visible parce que la poussière interstellaire nous cache le centre de la galaxie, mais dans la lumière infrarouge, on peut voir jusqu'au centre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet de pouvoir sonder, par exemple, les régions où les étoiles se forment dans des nuages de gaz. Donc l'infrarouge est extrêmement intéressant pour ça. OK, alors maintenant, on va comparer
Hubble avec Webb. Donc, on voit Sylvia ici, à peu près 1,7 mètres, Hubble qui fait 2,4 mètres, Webb 6,5 mètres. Vous voyez déjà tout le défi de construire un télescope d'une telle taille qui, vous allez voir plus tard, il ne peut pas être dans le bout d'une fusée, il faut le replier sur lui-même comme une figure d'origami. Et le miroir est tellement grand qu'il faut le segmenter par 18 segments qui sont faits chacun de beryllium. Et ici, il a l'air d'or, ce n'est pas un hasard, il est effectivement recouvert d'or. Pourquoi d'or? Parce que c'est le matériel qui réfléchit le mieux la lumière infrarouge. Et là, ça a l'air, c'est le gros luxe, là, des miroirs faits en or. Non, les miroirs sont faits de beryllium, un élément extrêmement léger. Il y a à peu près l'équivalent d'une boule de golf d'or. Donc, c'est pas grand-chose pour le prix du télescope. Un autre élément important qui est différent entre Webb et Hubble, c'est son orbite. Hubble est tout près de la Terre, seulement à 400 km. Webb, lui, il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il est au point de Lagrange numéro 2. Ça, c'est un point là, au-delà de 4 fois la distance de la Lune, là, où on suit la Terre autour du Soleil. Donc, c'est un endroit où on a moins d'énergie possible à dépenser pour rester là. Et pourquoi? C'est que le télescope est toujours à l'ombre. On ne pointe jamais vers le Soleil. Et donc, la conséquence, c'est que d'un côté, il y a un écran solaire à peu près de la taille d'un terrain de tennis qui le protège toujours du Soleil. D'un côté, il fait à peu près 85 Celsius du côté du Soleil. Et de l'autre côté, il fait très froid. Le télescope atteint une température d'équilibre d'à peu près moins 230 degrés Celsius, 40 degrés au-dessus du zéro absolu. Et ça constitue l'un des principaux défis de construire ce télescope-là, de l'opérer à des températures cryogéniques. Et ça représente à peu près la moitié du coût du télescope, d'être capable de construire des choses qui fonctionnent à ces températures-là. OK. Et pourquoi l'infrarouge? Pourquoi le froid? C'est que pour détecter la lumière infrarouge, qui est de la chaleur, bien, il faut tout refroidir. C'est comme si on essayait d'observer dans le visible avec un télescope durant la nuit, mais avec des néons accrochés pour le télescope. Donc, il faut vraiment minimiser la radiation infrarouge du télescope lui-même, et la façon de le faire, c'est de le refroidir. Donc, on le met à l'ombre du Soleil, et du côté, si vous êtes à l'ombre du Soleil, il fait très froid. OK, donc il y a 4 instruments à bord. Donc la caméra NIRCam, qui est la caméra américaine, qui est spécialisée pour prendre des images. Il y a l'instrument NIRSPEC de construction européenne et américaine, qui, elle, est spécialisée pour faire la spectroscopie. Je vais mentionner un petit peu plus tard c'est quoi la spectroscopie, mais absolument fondamentale. Je vais vous montrer surtout les images, ce que vous avez sûrement vu dans les médias, c'est ce qui nous accroche, là, les belles images de Webb. Mais honnêtement, l'information principale qu'on a de cette mission-là vient surtout de la spectroscopie. Donc, je vais vous parler un peu de spectroscopie. Et il y a MERI, qui est un instrument qui est à la fois un imageur, qui va faire de l'imagerie et de la spectroscopie, mais dans un domaine de couleurs différentes, un domaine de longueur d'onde différentes. Donc, je vous rappelle les longueurs d'onde, là, donc NIRCam, NIRSPEC vont de 1 à 5 microns en termes de couleurs infrarouges, là, mais MERI, lui, va de 5 à 28 microns. Donc, pour aller dans ces domaines de longueur d'onde-là, il faut une nouvelle technologie de détecteur, donc on a un instrument spécialisé pour ça. Et finalement, et non le moindre, l'instrument canadien, qui est en fait deux dans un. Il y a le FGS, qui est le Fine Gathering Sensor, qui est une caméra de guidage, et l'autre instrument, qui est le Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph, un mouthful thing. Et je vous parle d'abord de FGS. FGS, c'est la caméra qui s'assure que le télescope est toujours bien pointé. Je vous explique. Quand on pointe le télescope sur une étoile ou une galaxie, cette grosse structure-là, elle n'est pas stable, elle bouge. Vous avez peut-être déjà essayé de prendre une photo avec votre cellulaire en bougeant, là, ça fait des images embrouillées. OK. Alors, il faut absolument avoir les images vraiment les plus fines possibles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne le voit pas sur l'image du télescope, mais il y a un petit miroir caché, à peu près de la taille d'un pied, comme ça, là. Et la caméra de guidage, elle mesure la position d'une étoile. Et comme la caméra est sur le télescope, si le télescope bouge, bien, on va voir l'image de l'étoile bouger un peu. Alors, 16 fois par seconde, on mesure la position de l'étoile et on envoie un signal d'erreur sur un petit miroir pour le basculer. On bascule à gauche, bascule à droite, en haut, en droit, comme ça. Et comme ça, on arrive à faire des images extrêmement fines. Et juste pour vous donner une idée de la précision de cette caméra-là, notre caméra est capable de détecter un mouvement angulaire équivalent à l'épaisseur d'un cheveu vu à 1 km.
Donc, ça ne vous dit pas grand-chose, ça, mais ça, c'est aussi l'équivalent si la Terre était plate. Ne me citez pas, je vous en prie, là. Vous êtes à Toronto, sur la tour du CN. Moi, je suis sur la place Ville-Marie, puis vous me faites un clin d'œil, puis je le vois. Okay? Donc, c'est avec cette précision-là que notre caméra de guidage doit fonctionner. Donc, toutes les images, toutes les données que vous n'allez jamais voir de web, rappelez-vous que c'est la caméra de guidage canadienne qui, 16 fois par seconde, fait son travail. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un mission critical. Il faut que ça marche. Et si la caméra de guidage ne fonctionnait pas, le télescope serait l'équivalent d'un télescope d'à peu près 1 mètre. Donc, vous voyez toute l'importance de cette caméra de guidage-là. Et dans le dos de FGF, tout ça, c'est à peu près la taille d'un lave-vaisselle, mais tout un lave-vaisselle. Okay? Donc, il y a une caméra scientifique qui, elle, est spécialisée pour faire de la science, qui prend des images, mais qui fait de la spectroscopie. Et je vais en parler un petit peu plus tard de ce que fait en particulier la caméra canadienne. OK, alors voilà l'instrument. C'est tel qu'on était en train de l'emballer. On est à la fin juillet 2012. C'est le moment où on a livré l'instrument à la NASA. Et là, ensuite, il a fallu tester tout, non seulement les instruments, mais le télescope. Et comme le télescope il pourrait être refroidi, il fallait le tester sur Terre avant. Là. Donc, on l'a envoyé dans cette grosse cuve-là. C'est la fameuse cuve qui a servi à tester les modules lunaires de la mission Apollo dans les années 60. On a fait une mise à niveau de cette grosse cuve-là pour pouvoir vraiment refroidir le télescope à des températures cryogéniques. Donc, ça a été très, très long. Ça s'est fait à Houston. Il y a eu un ouragan. C'était assez épique. Alors, une photo de moi. Donc, là, on est en 2019. C'est la dernière fois qu'on verra le télescope tout assemblé ensemble avant qu'on le replie pour sa configuration finale que voici. Donc, vous voyez, c'est tellement grand qu'il faut tout le replier sur lui-même, le mettre dans le bout d'une fusée qui est rien de moins qu'une bombe contrôlée. Et ensuite, ben voilà, il faut ensuite déployer le télescope dans l'espace. Donc là, à ce moment-là, on est en Californie, donc en août 2021. Et là, il faut envoyer le télescope en Guyane française. À peu près 2 semaines, ça avait été très, très secret. On avait peur aux pirates qui pourraient prendre le télescope en otage. Et donc, ce sont nos amis européens qui lancent le télescope avec la fusée Ariane 5. Donc, ça se passe en Guyane française. On est en pleine pandémie. Je suis venu un cheveu de ne pas y aller, finalement. Je prends l'avion à travers Paris. Et là, ça, c'est moi à 5 heures du matin. Je me prépare. Je suis prêt. Ce que vous voyez ici, Toucan, c'est le site de lancement. C'est le site le plus près. On est à 5 km, le plus près qu'on peut jamais être du lancement. Et donc, c'est un moment que j'oublierai jamais. Et j'avais bien sûr mes bas James Webb que je porte toujours durant une conférence. Alors ce que vous allez voir ici, c'est une vidéo du lancement qui, évidemment, je vais éteindre mon laptop, là. Et ce qui est, je montre ça, moi, je suis toujours très fier de montrer là, le logo de l'Agence spatiale. Et vous voyez, le télescope est tout là-dedans. Là. Et il faut survivre. Le lancement, c'est à peu près 8 minutes. Et pendant ces 8 minutes-là, le télescope va vibrer comme incroyable. Là. Mais vous ne l'entendez pas, mais moi, ce qui m'a beaucoup résonné, c'est que les derniers mots jamais prononcés sur cette mission spatiale-là étaient en français. Donc, voilà. Le télescope est lancé. Alors, les conditions n'étaient pas parfaites, c'était nuageux, mais moi, j'étais à 5 km. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'est l'onde de choc qui est venue. Et c'était un moment inoubliable. On était à peu près une centaine de personnes pour voir le lancement. Là. Et là, c'était pas tout. Là. OK, là, le télescope était lancé, mais là, il fallait décrocher le télescope de la fusée. Et il y avait une caméra, une webcam à bord qui a vu ce moment-là. Et donc là, on voit Webb qui s'en va vers sa destination finale. Et là, on a vu quelque chose qu'on n'était pas supposé de voir parce que les Européens ont tellement bien fait leur travail de lancer le télescope sur une trajectoire presque parfaite qu'on n'a presque pas pris de carburant pour faire les corrections. Et là, ce qu'on voit, c'est le déploiement des panneaux solaires. Et ça, c'est absolument critique. À ce moment-là, le télescope fonctionne sur des batteries. On en a peut-être 2 heures. Si on ne déploie pas les panneaux solaires, c'est terminé. Mais là, ce n'est pas fini, parce qu'il faut encore déployer ce télescope-là. Et c'est ce que j'ai appelé pendant 20 ans. Donc, alors voilà. Et imaginons que votre planète, elle a une atmosphère. Bien, l'atmosphère,
comme le Soleil, qui est jaune, n'absorbe pas les couleurs de la même façon. Donc, par exemple, s'il y a de l'eau dans l'atmosphère, l'atmosphère va avoir l'air plus grosse. Donc, de votre perspective, la planète va avoir l'air plus grosse un petit peu à cette couleur-là. Donc, vous voyez comment, en mesurant la profondeur du transit avec différentes couleurs, donc on fait de la spectroscopie de transit, on est capable non seulement de détecter que la planète a une atmosphère, mais on est capable de déterminer sa composition chimique. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et juste pour la petite histoire, quand j'ai joint le projet en 2001, ça, c'est l'année où on a, pour la première fois, découvert une planète qui transite. On n'avait jamais imaginé dans nos rêves les plus fous qu'on ferait ça. Vous voyez comment, avec le temps, les choses ont évolué et les problèmes qu'on a eu avec notre instrument est devenu une opportunité pour pouvoir maintenant faire ça. Donc, la technique de spectroscopie de transit est maintenant une des façons de peut-être pouvoir identifier des planètes comme la taille de la Terre, si elles ont une atmosphère, et d'en déterminer la composition chimique. Est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a du méthane, de l'oxygène? Alors, le 12 juillet, vous avez vu toutes ces belles images-là, et les images et les données qu'on a présentées devaient représenter les différentes thématiques scientifiques de Webb, mais aussi ces instruments. Alors, quelle était l'image canadienne? Bien, ce n'était pas une image, c'était un spectre. C'était en fait un spectre d'une exoplanète. Donc, c'était la première fois qu'on prenait un spectre d'une exoplanète. Et ça, ce sont les vraies données qui ont obtenues de Webb. Donc, chaque petit point, là, c'est une mesure de la brillance de l'étoile. Et, voilà, il y a eu une petite baisse de luminosité. Ça, c'est en prenant toute la lumière. Donc, en semant tout le jaune, le rouge et le bleu, là, en fait, toutes les couleurs infrarouges qu'on mesure. Mais en fait, en mesurant chaque couleur précisément, bien, on obtient quelque chose comme ça. Donc, chaque point, c'est une mesure de la profondeur du transit à cette couleur-là. Donc, on exprime ça en longueur d'onde. Donc, ça, c'est une sorte de rouge. Là. Et vous voyez, donc, si la planète n'avait pas d'atmosphère, ce qu'on devrait voir, c'est quelque chose de plat, des points avec aucune structure. Et vous serez convaincu qu'il y a des vagues là-dedans, n'est-ce pas? Mais un œil averti va dire, cette planète-là, elle a de l'eau, beaucoup d'eau. Et effectivement, la courbe bleue, c'est un modèle d'atmosphère. J'ai un collègue à l'Université de Montréal, Björn Benneke, qui est un expert mondial de la modélisation d'atmosphère d'exoplanètes, et il est capable de pouvoir prédire de quoi a l'air l'atmosphère d'une exoplanète. Alors voilà, donc j'aime croire que moi, un spectre vaut 1000 images, n'est-ce pas? Donc c'est une technique extrêmement puissante. Et c'est cette technique-là qui, à court terme, va peut-être nous permettre de pouvoir déterminer s'il existe des planètes qui sont potentiellement propices à l'apparition de la vie. OK. Alors, je vous donne un exemple qui est arrivé l'été passé, WASP-39. Alors, c'est une planète qui est à 700 années-lumière de la Terre. C'est une planète géante. Alors, voici des gens qui ont travaillé à l'IREX pour l'analyse de ces données-là. Et donc, c'est une planète qui est avec un Soleil à peu près la taille du Soleil, okay? Donc une étoile très similaire à notre Soleil, mais la planète, qui est à peu près la taille de Jupiter, elle tourne autour de son étoile en seulement 3 jours. Jupiter tourne autour du Soleil en 12 ans. Okay? Donc, elle est très, très proche de son étoile. Elle est tellement proche qu'elle est très, très chaude, 1300 Kelvin. Donc, enlever 300 là, pour avoir la température en Celsius. Et cette planète-là, elle est très peu massive, 4 fois moins massive que Jupiter, mais elle est plus grosse que Jupiter. Donc, c'est une planète pas fine, une planète relativement peu dense. Et les planètes relativement peu denses, on les aime parce que ce sont les plus faciles à détecter leur atmosphère. Et donc, une découverte qui a été faite, il y avait une molécule qu'on n'avait pas réussi encore à détecter encore dans l'atmosphère d'une exoplanète, et c'est le CO2, le dioxyde de carbone, qu'on voit ici très, très bien. Donc, voici cette bosse-là, là, c'est la signature spectrale du CO2. Et c'est pas évident, mais ça prend un œil averti, mais cette pente-là qu'on voit, là, ça, c'est un signe qu'il y a que de l'eau, mais on ne le voit pas très bien. Et ça a été fait avec l'instrument NIRSPEC. Et c'est pour bien illustrer toute la complémentarité qui existe entre les différents instruments à bord Webb, mais pour confirmer qu'il y a de l'eau, là, il faut prendre l'instrument canadien. Et on l'a fait tout récemment, et voilà, on observe, voici les données, et il n'y a aucune ambiguïté. Toutes ces belles vagues-là, c'est exactement ce que vous pouvez prédire si cette étoile-là a de l'eau dans son atmosphère, voire même aussi du dioxyde du CO. OK. Alors, ces planètes-là sont les plus faciles.
même si ce sont des observations absolument incroyables. Encore une fois, si on vous avait dit qu'on ferait ça, là, il y a 20 ans, tout le monde aurait ri, vous auriez ri en pleine face. Mais lorsqu'on veut vraiment faire, et on a commencé à le faire, c'est d'observer des petites planètes. Et il y en existe peut-être une poignée. Alors, en voici un, le système TRAPPIST. TRAPPIST, c'est un système planétaire très particulier. C'est une étoile à peine plus grosse que Jupiter, ce qu'on appelle une naine rouge, autour de laquelle transitent non pas une, mais 7 petites planètes. Elles ont tous à peu près la taille de la Terre et des masses similaires à la Terre, et 3 dans la fameuse zone habitable. Donc, la zone habitable, c'est la zone ni trop proche, ni trop loin de l'étoile, où on peut espérer trouver de l'eau liquide à la surface. Et ce sont des mondes assez particuliers parce que, comme la Lune, il y a de bonnes raisons de croire que ces planètes-là montent toujours la même face. Autrement dit, elles tournent sur elles-mêmes avec la même période qu'elles tournent autour de leur étoile. Et là, les périodes orbitales ici sont très, très courtes. Là. La B là, tourne autour de son étoile en quelques jours seulement. Okay? Donc, ce sont des mondes assez particuliers. Donc, faire un instrument pour la NASA vient avec un privilège. Donc, on a eu le privilège d'avoir du temps garanti et aussi de choisir la cible qu'on va observer. Donc, c'est pas un hasard, donc on a pu observer cette cible-là. Donc, voici les données qu'on a obtenues jusqu'à présent sur ces planètes-là. Donc, on ne fait que commencer. C'est un programme d'observation qui va durer des années, probablement presque toute la durée de vie du télescope. Mais les premières données de reconnaissance, en fait, elles sont canadiennes. Elles sont entre autres menées par cette jeune étudiante, Olivia Lim, qui a obtenu le plus grand programme de recherche obtenu au cycle 1 avec James Webb. Alors, c'est le moment de vous montrer les résultats. C'est tout chaud. On les soumet à la revue Nature ce lundi. Donc, s'il vous plaît, pas de photos. Alors, c'est justement pour vous illustrer comment on va publier ces résultats-là. Et je veux pas... c'est très technique, mais... essentiellement, on voit les données, ce sont les points, et les courbes qu'on voit, ce sont des modèles d'atmosphère. Donc, la conclusion, c'est que on n'a pas encore détecté d'atmosphère, par exemple, riche en eau, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est juste que nos données actuelles ne sont pas assez suffisantes pour les observer. Et ce n'est pas évident là-dedans, mais une chose qu'on a appris aussi, c'est que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense de détecter l'atmosphère parce qu'il y a d'autres effets d'activité stellaire qui viennent brouiller le signal. On s'en doutait qu'on aurait à voir ce genre de truc-là, mais maintenant c'est confirmé. Donc les résultats sont envoyés à la revue Nature et sont publiés très, très bientôt. Alors, je vous ai parlé des maths. Alors, c'est quoi le lien avec les mathématiques? Donc, là, j'ai parlé de télescopes, d'instruments et de données, mais il y en a un très important. Bien sûr, les mathématiques sont la base de tout ce qu'on fait. Toute l'analyse des données qu'on fait utilise des méthodes statistiques qui sont absolument fondamentales pour extraire l'information des données que nous avons. Et je vais vous l'illustrer avec 2 observations importantes, les deux en lien avec les exoplanètes. La première, c'est celle de la toute première découverte d'une exoplanète. Ça, c'était en 1995 par Michel Maillard et Didier Queloz, où est-ce que, bon, je vous ai parlé de spectroscopie tout à l'heure, c'est bien illustré là. Alors, ici, comment on détecte les exoplanètes? On le fait de manière indirecte. Quand une planète tourne autour de son étoile, on ne voit pas la planète, parce que la planète, elle est beaucoup trop faible. Okay? Et donc, mais ce qu'on peut faire, on peut mesurer l'effet du mouvement de la planète sur l'étoile. Parce que vous pensez peut-être que, oui, c'est vrai que la planète tourne autour de l'étoile, mais c'est vrai aussi de dire que l'étoile tourne autour de la planète. En fait, les deux tournent autour d'un centre commun, ce qu'on appelle le barycentre. Et ce point-là, il est beaucoup plus près de l'étoile que de la planète. C'est illustré ici, là. Donc, vous voyez, ça, c'est l'étoile, ça, c'est la planète, et les deux tournent autour d'un point commun. Alors, comment on fait pour détecter la planète? Bien, c'est simple. On fait un spectre. On prend un spectre un soir et on mesure la position des raies, et ça nous donne une vitesse par l'effet Doppler, et ça nous donne un petit point, et on peut ainsi, avec le temps, voir un mouvement périodique qui trahit la présence d'une planète. Donc, moi, cette découverte-là, en 1995, moi, j'ai été formé comme astronome extragalactique. Le titre de ma thèse, c'était la spectroscopie infrarouge de galaxies en interaction. Donc, mes premières amours, c'était les galaxies. Mais ça m'a fait flipper. Je dis, OK, moi, je m'intéresse maintenant aux exoplanètes.
Mais mon lien avec les maths est le suivant. Alors, les vraies données qui sont sorties dans la revue Nature de 1995 ressemblaient à ceci. Alors, vous voyez, voilà, chaque point représente une mesure de vitesse de l'étoile un soir, OK? Et les barres, c'est la barre d'erreur. Donc, c'est un signal d'une amplitude de quelques dizaines, d'à peu près 100 mètres par seconde. C'est pas gros 100 mètres par seconde. Vous allez sortir de la salle ici avec une vitesse d'à peu près 1 mètre par seconde, 4 mètres par seconde. OK? On est maintenant capable de mesurer, à l'époque, on mesurait la vitesse des étoiles à peu près 10 mètres par seconde. Là, on est rendu à 10-20 cm par seconde. Mais mon histoire est la suivante. Alors, ça, c'est en 1995. Alors, ça, c'est une Jupiter chaude, une étoile, une planète, comme je vous montrais tantôt, tout près de son étoile. Elle est super chaude. Donc, c'était relativement facile de trouver cette planète-là. Mais un peu plus tard, un autre article dans la revue Nature, là, on rapporte la détection par la même technique d'observation, cette fois-ci d'une planète rocheuse. Alors là, c'est intéressant. Autour de la planète de l'étoile Alpha Centauri. Alpha Centauri, c'est le système planétaire le plus proche du Soleil. Et ça, c'est un système qui est très différent du nôtre. En fait, c'est un système triple. Il y a 2 étoiles. Il y en a une qui est très semblable au Soleil. Il y en a un autre qui tourne autour de l'autre. OK? Ça, c'est Alpha Centauri grand B. Et autour de ces 2 étoiles-là, il y a Proxima, une petite naine rouge, autour de laquelle on a maintenant trouvé une petite planète dans la zone habitable. OK. Mais je ne vais pas parler de cela pour l'instant, mais plutôt vous dire que voici l'article Nature, c'est un collègue suisse, Xavier Debus, et voici les données qui, en apparence, a l'air assez convaincant. On avait trouvé une planète rocheuse autour, jusqu'à ce qu'arrive un autre article, quelques années plus tard, des Anglais. Et là, c'est là que les mathématiques rentrent ensemble. Là, en utilisant les processus gaussiens, on a pu montrer que, en fait, les données qu'on avait obtenues pour cette étoile-là peuvent très bien s'expliquer par de l'activité stellaire. L'activité stellaire fait référence au fait que votre étoile, là, il y a des spots dessus. Il y a des taches, puis l'étoile tourne, et ça va générer un signal fantôme de vitesse qui n'a rien à voir avec la planète qui tourne autour. Donc, maintenant, là, c'est devenu très commun si vous voulez détecter une planète par vélocimétrie de haute précision, vous devez aussi tenir compte de l'activité stellaire. Et ce n'est pas quelque chose qu'on connaissait, qu'on savait faire. Ça fait même pas une décennie qu'on le fait bien, mais c'est grâce aux mathématiques qui nous a permis d'apprendre à faire ça. Alors, voilà, ça, c'est mon premier exemple. Le deuxième, qui est plus près de moi, et qui est en lien avec le scientifique de l'année, le premier, mais je n'étais pas tout seul, et je le précise, il y avait ces deux-là, Christian Marois et David Lafrenière. Ça fait référence aux toutes premières images d'exoplanètes qu'on n'a jamais trouvées. Donc, comme j'ai dit, mon rêve, moi, c'était en 1995 d'étudier les exoplanètes, mais à ce moment-là, je rêvais de prendre des images, déjà à ce moment-là. Et là, déjà, a commencé avec mes collègues professeurs à l'Université de Montréal de développer des nouvelles idées, des nouvelles techniques d'observation qui a pris une bonne décennie et qui a culminé vers cette observation-là. Donc, une étoile autour de laquelle on trouve maintenant 4 planètes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une animation prise sur à peu près une dizaine d'années. Vous voyez les 4 petits points ici qui tournent autour de l'étoile. Donc, c'est irréfutable, ce sont bien des planètes. Ce sont des grosses planètes de la taille de Jupiter, mais beaucoup plus massives, 5 à 10 fois leur masse, et elles tournent bien autour de leur étoile. Alors, pour faire ça, il a fallu développer des techniques d'observation, mais surtout des algorithmes de traitement de signaux qui nécessitent des outils mathématiques. Et pour vous montrer toute la puissance de ça, après la découverte, mon collègue, mon ancien étudiant David Lafrenière, qui est maintenant collègue à l'Université de Montréal, avait remarqué que cette étoile-là, HR 8799, là on était en 2008, là, la découverte s'est faite en 2008, avait été observée par le télescope Hubble en 1988. Et les observations avaient été publiées, puis c'est ce qu'on avait publié comme image. Voilà l'image obtenue par Hubble. Et on ne voit rien, n'est-ce pas? Mais le petit algorithme que David avait développé, qui roule en 30 secondes sur un laptop, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les données, il a pris ça sur un laptop, ça a donné ceci. Il avait trouvé B. Quand il m'a montré, j'étais quasiment furieux. Je dis, mais tu me niaises, là? Là, pendant 10 ans, moi, j'ai construit un instrument, je l'ai amené au Mont-Mégantic, je l'ai amené à Hawaï, 2 doctorats, les données étaient là. Ici, tout ce que j'avais à faire, c'était de le rouler sur ton petit algorithme. On aurait pu trouver cette planète-là il y a 10 ans. Si je ne veux pas vous convaincre de la puissance des algorithmes mathématiques en sciences, je ne le ferai jamais. C'est ma plus grande frustration. On aurait pu faire cette découverte-là 10 ans avant.
Mais la morale de cette histoire, c'est que ce soir, je vous dis que je ne vois pas d'eau dans l'atmosphère de TRAPPIST 1, mais j'ai dit à mon étudiante, attention, il y a deux choses là. On n'a peut-être pas assez de données, mais c'est peut-être aussi qu'on n'est pas encore assez malin pour voir le signal qui est là, qui se cache. Puis peut-être qu'avec de nouveaux algorithmes, dans quelques années, on va voir ce signal-là. Donc, il ne faut pas arrêter. Alors, sur ça, et pour les mathématiciens et mathématiciennes dans la salle, ben, je vous salue bien bas. Et sur ça, je vous salue tout le monde. Pour vous donner, ouais, voilà, j'arrête là-dessus. Bonsoir, merci de cette conférence. J'ai deux petites questions, une question bête, une question normale. Pourquoi est-ce qu'un tel télescope si merveilleux porte le nom d'un fonctionnaire de la NASA au lieu d'un grand savoir mondialement connu? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il pourra servir à définitivement éliminer la possibilité qu'il y ait cette fameuse planète géante au-delà de Neptune dont on parle de temps en temps? OK. Alors, la première question sur le nom. Au début, le télescope s'appelait NGST, le Next Generation Space Telescope. Et une des raisons pour laquelle la NASA a décidé de le renommer, c'est que NGST, c'est aussi l'acronyme de Northrop Grumman Space Technology. Ça, c'est la compagnie qui a construit le télescope. Donc, la NASA n'allait pas nommer son joyau par un contracteur industriel. Et le nom de James Webb, comme vous l'avez mentionné, vient du deuxième administrateur de la NASA, qui est celui qui a mis en branle le programme Apollo, un programme ambitieux, donc ça fait référence à l'envergure du programme. Mais vous avez raison, en général, on va nommer les télescopes avec des noms. Le télescope Hubble est un exemple, Spitzer, c'est aussi un autre exemple. Il y a eu le télescope Lyman. La plupart des télescopes sont nommés par des scientifiques éminents. Et pour répondre à l'autre question, je pense que vous faites référence à la planète 9, la planète 9. Donc, c'est une planète qui est suspectée au-delà de l'orbite de Neptune. En fait, on sait, une des grandes découvertes de la recherche sur les exoplanètes, c'est que les planètes les plus typiques qui existent dans le voisinage du Soleil n'existent pas dans notre système solaire. Ce sont des planètes de taille et de masse intermédiaire entre la Terre et Neptune. On les appelle soit des mini-Neptunes ou des super-Terres. Là. Et elles sont très, très communes. Mais, encore une fois, elles n'existent pas. Mais il y a certaines évidences qu'il y aurait peut-être une super-Terre, mais à très, très grande distance, au-delà de l'orbite de Neptune. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de preuve de l'existence de cette planète-là. Ce n'est pas facile à mettre en évidence. Oui. Alors, bonsoir, j'avais une question. Je me rappelle que vous avez montré une photo d'une supernova. Justement, qu'il y avait deux corps dans cette supernova-là, sur une naine blanche, puis il y avait un autre corps. Mais moi, je viens faire mon cours d'astro, puis je me demande comment est-ce que ça se fait qu'au bout d'une supernova, on obtient deux corps au centre et non un seul. OK. Ce n'est pas une supernova, c'est une nébuleuse planétaire. Donc, il y a une différence. Une supernova, c'est la fin, la mort d'une étoile, mais beaucoup plus massive, au-delà d'à peu près 8 à 10 fois la masse du Soleil. Là ici, on parle de la mort d'une étoile typique comme celle du Soleil. Et donc, ce qu'on voyait ici, c'est le cadavre stellaire, la naine blanche, mais aussi avec un cocon de matière tout près, mais enfoui dans la poussière, qui est maintenant révélé par MIRI. Mais ce n'est pas comme tel une supernova. Oui. Bonjour, merci, c'était super intéressant. Pouvez-vous nous faire un petit résumé de ce qui se passe quand on décide de pointer quelque part avec le télescope? Est-ce que ça doit être une série de choses qui commencent avec du carburant, de la robotique, tout ça, puis après qui se termine avec le guidage très précis et du miroir? C'est quoi les grandes étapes? Il y a plein de choses. D'abord, il y a tout le programme scientifique qui doit être programmé. Et ça, c'est pas simple parce que nous qui faisons des exoplanètes qui transitent, il faut arrêter tout. Parce qu'on dit, OK, jeudi matin à 3h30, arrête, puis va-t'en là parce que tu observes. Donc, déjà, c'est une contrainte de programmer tout ça. Mais dans le détail, il y a toute une séquence d'opérations. Il faut configurer les instruments pour tantôt faire de la spectroscopie, comme j'ai montré, ou prendre des images. Il faut bouger des éléments optiques, donc il faut bouger des roues à filtre. Il faut configurer tous les instruments.
tout se fait d'une manière séquentielle et programmée. Parfois, il faut faire des corrections d'orbite à cause de la pression du vent solaire. En fait, la lumière du soleil va pousser le télescope parce que c'est une grosse voile, hein? Donc il faut corriger l'orbite du télescope. Mais à peu près, pour vous donner l'idée, là, le télescope observe des cibles astronomiques 80% du temps, entre 70 et 80% du temps. Le reste du temps, ce sont des calibrations qu'on fait. Parfois, les 18 miroirs, il faut les réaligner parce que, bon, ils bougent un petit peu. Il faut observer une étoile. Il y a un senseur à bord du télescope dans la caméra NIRCam pour pouvoir réaligner les miroirs. Donc, il y a toutes sortes d'opérations comme ça qui se font de manière régulière. Bonsoir. Ma question elle est un peu, bien sûr, ma formation scientifique en autonomie est fondée sur la vulgarisation et les romans science-fiction. Toute votre recherche, votre intérêt personnel est fondé sur les données qui peuvent justifier l'existence de la vie. Mais ce qui nous intéresse peut-être au fond, ce n'est pas l'existence de la vie. C'est l'existence de l'intelligence. Et peut-être que cette intelligence n'est pas nécessairement biologique. Et quand vous faites justement des observations sur l'atmosphère, la planète, à partir du carbone, de l'oxygène, de l'eau, c'est fondé sur une vie biologique telle qu'on la connaît. Et si s'agissait d'une intelligence qui n'est pas fondée sur ces critères, vous pourriez passer à côté aussi. Vous avez tout à fait raison. Donc, ce qu'on cherche, en fait, on cherche ce qu'on connaît. Et bon, je n'ai pas eu le temps de le préciser, mais quand on dit qu'on cherche des biosignatures, on cherche, on cherche l'impact de bactéries qui affectent globalement une planète, son atmosphère. En fait, l'histoire de la vie sur Terre, c'est celle des bactéries. Donc, elles existent depuis que la vie s'est formée sur Terre. Ce n'est pas l'histoire des animaux, la vie sur Terre. Hein. Les animaux sont là depuis 500 millions d'années à peu près. Et donc, encore une fois, on essaie de détecter l'empreinte de cette vie-là. Donc, l'oxygène qu'on respire, c'est produit par les plantes qui absorbent le CO2. Et bien sûr, c'est la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Donc, mais vous avez raison, si la vie se manifeste différemment ailleurs, ben oui, on pourrait le manquer. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Et pour faire référence à l'intelligence, bien ça aussi, ce serait bien, trouver de la vie intelligence, mais ça fait référence à avoir un signal extragalactique. Ça serait bien, parce qu'il n'y a aucune ambiguïté. Quelqu'un qui vous envoie un signal radio là, qui dit « Salut, vous êtes dans le champ, faites attention à votre planète, vous allez tous mourir », ça serait déjà bien d'avoir ça. Ça serait clair. Mais très sérieusement, je suis convaincu qu'un jour, on va mettre en évidence de l'activité biologique dans l'atmosphère d'une autre planète, mais je peux tout de suite vous dire que cette découverte-là va être extrêmement controversée. Et en fait, ça va en prendre plus qu'une pour qu'on se convainque que ce qu'on voit, la seule façon de l'expliquer, c'est de l'activité biologique. Mais une seule observation même ne va pas convaincre. Donc, ça ne sera pas dans le titre de la revue Nature, Evidence of Life in this Planet. Non, ça va être détection d'eau et d'oxygène dans telle atmosphère. Ça ne sera pas bien sûr, ça va être très, très spéculatif. Oui. Bonjour, moi c'était concernant après les étapes de procès pour la Terre, par exemple, quand le Soleil va se mettre à s'expandre un peu, est-ce que vous avez trouvé des systèmes qui ressemblent à la Terre qui pourraient continuer à approfondir la vie? Des recherches que vous voulez donner ma question pour ça? Tu veux savoir si on est capable de détecter... Quand le Soleil va se mettre à s'expandre, oui. Est-ce qu'il y a des possibilités que la vie continue sur Terre avec les températures que vous avez nous montrées non. Différentes? De ce qu'on connaît présentement, c'est pas sûr, mais en toute probabilité, la Terre va être engouffrée par l'enveloppe du Soleil ou tout proche. Donc, tout va être vaporisé sur Terre. Ça va se passer dans plusieurs milliards d'années. Le télescope d'Hubble fait pour pointer une étoile, après ça, pointer une autre étoile. Le télescope Webb, comment il fait? Vous parlez de Webb ou Hubble? Webb. Comment il fait pour pointer une étoile? Ben, en fait, il y a
ce qu'on appelle des roues de réaction à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc, on les tourne, puis il va tourner. Exactement, oui. À ma connaissance, Hubble, on les a changés plusieurs fois. Oui. James Webb, on ne peut pas les changer plusieurs fois. Non. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que, et c'est comme ça dans presque tous les systèmes spatiaux, là, tout est redondant. Donc, oui, mais il y a une différence. C'est que les instruments de Hubble ont été délibérément conçus pour durer à peu près 5 ans. Et en moyenne, les missions de mise à niveau sont faites à tous les 5 ans. Mais ce n'est pas le cas de Webb. Les instruments de Webb ont été qualifiés pour 10 ans. La roue que dans l'Iris, là, il y a eu un modèle qu'on a mis, on l'a mis sur la table, puis elle a tourné pour simuler 10 ans d'opération, puis on a arrêté parce qu'elle tourne encore. Donc, il y a des bonnes chances que, de ce point de vue-là, il peut arriver d'autres choses, bien sûr. L'électronique, on a eu un petit souci au début de l'année. L'instrument NIRIS ne répondait plus. On paniquait. Ce qui s'est passé, c'est un rayon cosmique, un rayon gamma, qui a perturbé la mémoire d'un chip. Et il y a eu 2 semaines d'investigation pour savoir qu'est-ce qu'on ferait. Et en fait, la solution finale, c'était quoi? On-off. La bonne vieille technique. On ne fait pas ça souvent. On n'aime pas faire ça, mais c'est ça qu'il a fallu faire. Une question très prosaïque. La première, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand ça décolle et quand le télescope s'ouvre. La deuxième, c'est qu'il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer dans plein de champs scientifiques différents, j'imagine. Comment est-ce qu'on teste avant que ça parte qu'il n'y a pas une seule chose qui va échouer et que tout va tomber à l'eau? Ben, écoute, pour ce qui est de la première question, je ne savais pas comment j'allais réagir, mais je m'en doutais un peu. Donc, j'ai montré la vidéo de ce que vous avez vu dans les médias, mais il y avait aussi mon vidéo que j'ai pris avec mon cell. Et bon, je l'ai montré quelques fois, je ne le montre pas beaucoup en public, mais quand on le montre, ce qu'on entend surtout, c'est moi qui pleure. Là. Mais c'est une réaction un peu... En fait, c'est comme l'équivalent de pleurer, mais en même temps de crier de joie avec un 7e but, un but dans un 7e match du Canadien. C'était pareil un peu. Donc, et pour le reste, ben, écoutez, ça a été un moment... les 2 semaines ont été absolument intenses du point de vue émotionnel, là, parce que j'avais peur que les choses aillent mal, mais rien ne s'est passé de tel. Tout s'est passé comme c'est déroulé. Là. Donc, je ne sais pas si je réponds à tes questions. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Merci d'avoir partagé ces images de beauté, je trouve très émouvant. Ma question est la suivante. Si j'ai bien compris, le télescope, une fois pointé, il va aller sur un petit pixel de 1 mm sur 1 mm, un sacré paquet. Comment est-ce que vous faites pour déterminer la meilleure procédure pour pouvoir aller pointer où ça va être le plus intéressant, sachant que probablement la durée de vie utile va être de 10 années. Bien, c'est qu'on a d'abord d'autres observations qui ont été prises avec d'autres télescopes. Donc, vous avez raison, on n'a pas cartographié tous les millimètres du ciel, mais on en a fait beaucoup déjà dans toute l'histoire de l'astronomie. Donc, on a une bonne idée de ce qu'on veut observer là. Et ça fait partie des surprises. Donc, il va y avoir des surprises. Et c'est ça qui est peut-être la chose la plus intéressante d'une mission spatiale comme ça, en fait, d'un nouvel observatoire. Quand vous posez la question 5 ans, 10 ans après la mise en opération d'un télescope, et on pose la question, quelle a été la principale découverte que ce télescope-là a fait? Personne ne l'avait prédit. Donc moi, je vous ai parlé de plein de choses intéressantes ce soir, là. La formation des premières galaxies, la détection d'eau dans l'atmosphère des exoplanètes. Mais vous savez quoi? Je suis probablement dans le champ complètement. Complètement. Et la preuve de ça, c'est la mission Hubble. C'était quoi l'objectif de la mission Hubble? Ben, c'était de mesurer la constante de Hubble. La constante de Hubble, c'est le rythme d'expansion de l'univers. Ça se mesure. Et Hubble l'a fait. Il a rempli sa mission. Check. Mais il a fait plus que ça. Hubble a non seulement montré qu'on vit dans un univers en expansion, qu'on a mesuré comme il faut, il a montré que l'univers était en accélération. Ça, personne ne l'a vu venir. Et ça, c'est le plus grand mystère de la physique moderne qui maintenant justifie un paquet de missions scientifiques, à la fois
au sol, des accélérateurs, des plus grands télescopes pour comprendre ça. Et donc, encore une fois, qu'est-ce qui nous attend avec Webb? Je ne le sais pas, mais probablement qu'on va être vraiment surpris. Alors, sur ce, on va peut-être remercier le conférencier.